We know, for example, that 20% of our kids Nous savons que 20 de nos jeunes vivent des problèmes de santé mentale qui nécessitent des services sociaux. Et c'est beaucoup d'enfants qui ont de la difficulté. Nous savons qu'un enfant sur 6 au Canada vit dans la pauvreté. Nous savons que 7 des élèves en 7e et 12e année ont indiqué qu'ils ont essayé tenté le suicide au cours des 12 derniers mois. Une autre portion ont considéré la possibilité. Nous savons que 6 à 12 des enfants nous disent qu'ils ne se sentent pas en sécurité à l'école, un endroit où ils doivent aller selon la loi. Nous savons que 8 à 10 des élèves nous disent qu'ils sont harcelés et intimidés par des pairs sur une base régulière. Mais une méta-analyse a été faite sur 200 analyses d'enfants entre tous les niveaux de l'école et l'impact des programmes d'apprentissage socio-émotionnel. Et on a pris que si on a un environnement bienveillant et une instruction directe, non seulement on améliorerait les attitudes des enfants et leurs compétences socio-émotionnelles, mais en fait, on montrait des gains dans leur comportement, moins de problèmes de comportement, moins de détresse émotive et, plus important encore, 11 d'amélioration dans les réussites scolaires. 5 fois par jour, 25 fois dans une semaine, 100 fois dans un mois et près de 1000 fois dans une année scolaire où l'élève met les pieds dans sa cour d'école. Si ce sont 1000 moments où ça va bien, où l'élève a du plaisir, où il joue bien, où il arrive à régler ses conflits, tout est parfait dans le meilleur des mondes. Mais s'il s'agit de 1000 moments où il est intimidé, bousculé, rejeté par ses pairs, il y a fort à parier que ça a une très grande incidence sur sa capacité de concentration en classe, sur ses apprentissages, sur sa réussite éducative. Ce qui est triste pour les intimidateurs, c'est qu'ils veulent se faire remarquer par les gens qui sont attachés à eux. Mais comme ils se désensibilisent, les insultes, ça devient très difficile parce que quand vous êtes entré dans une relation avec un enfant en dynamique d'intimidation, qu'est-ce qui est arrivé? Elle m'a regardé d'une autre façon. Mais c'est qui ça? Ça n'a pas d'importance. Mais ils sont tellement sensibles aux insultes. Il ne peut pas dire, ce n'est pas cette fille qui m'a regardé de travers, mais que mon papa n'est pas venu me voir en fin de semaine. Ils sont blessés à cause de leur père. Ils ne peuvent pas en parler parce que c'est trop fort pour eux. L'intimidateur est dans le couloir, ils veulent avoir quelques autres personnes dans le groupe, ils sont à côté de vous, quelqu'un passe, ou peut-être vous avez vos lunettes, l'intimidateur va vous dire viens te joindre à moi pour intimider cette personne. Il va regarder, des lunettes sont tellement laides et l'intimidateur va te regarder pour savoir comment tu vas réagir. Et là, tu es dans un dilemme aussi parce que, bon, la plupart des enfants savent exactement qui sont les intimidateurs et ils ont peur. Alors, on a un choix. Si vous ne riez pas, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être être la prochaine victime. Si vous êtes nouveau à l'école ou si vous êtes quelqu'un de très vulnérable et vous savez que l'intimidateur est fort et qu'ils veulent vous recruter, vous allez y aller et vous allez rire à ces blagues et rire de la personne spontanément. Et ça devient une façon de recruter. Parce que si vous avez déjà été recruté par un intimidateur, c'est quelque chose de très apeurant. Parce que la plupart des gens des enfants savent que si je le fais, je deviens partie du problème. Mais si je m'en retire, je vais être victime. On apprend aux enfants qu'il y a toujours une façon de régler un problème, une autre façon. Il y a toujours différentes options avant d'entrer dans les conséquences. Donc, il y a plusieurs leçons consacrées à quoi d'autre aurais-tu pu faire pour faire ressortir l'idée qu'on peut trouver autre façon de faire les choses. Donc, et après ça, on analyse les conséquences. Bon, qu'est-ce qui arrive si on fait X, Y ou Z? Et ensuite, éventuellement, on arrive que les enfants savent comment réfléchir à travers une situation. Souvent, on utilise le feu de circulation. D'abord, on doit s'arrêter, se calmer et réfléchir avant d'agir. Ils ont des exercices de calmer les enfants. Donc, qu'est-ce qui est vraiment le problème? Qu'est-ce qu'on veut réaliser? Penser à beaucoup de solutions, les conséquences. Ensuite, essayer. La philo, c'est quoi? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça apporte? Bien, c'est un exercice démocratique.
C'est un exercice de tolérance, d'acceptation de l'autre, mais au-delà de l'autre, de ses idées aussi. C'est un exercice d'apprentissage de la liberté d'expression et de pensée. C'est un exercice qui va nécessairement influencer de façon constructive, positive, les relations entre les élèves, mais les relations entre l'adulte et les élèves aussi. Ça, de nombreux enseignants me l'ont dit, qui sont là avec moi, qui assistent à ma discussion philosophique avec leurs élèves. Ils apprennent à découvrir leurs élèves d'une autre façon. C'est des questions qu'on ne se pose pas souvent. Moi, j'arrive et on aborde des sujets qui sortent un peu de l'ordinaire. Les élèves vont nécessairement être dans une posture aussi différente. Ils vont répondre leurs opinions, ce qui n'est pas nécessairement toujours le cas en classe. Donc, pour la relation élève-adulte, il y a un gain là qui est aussi très bénéfique. Il ne faut pas oublier non plus que la philo va transcender les murs de la classe. On la fait ensemble, on l'expérimente, mais ses impacts vont se retrouver dans la cour d'école, dans le corridor, dans tous les lieux de l'école, mais aussi dans la vie en général. Donc, on la fait ensemble, mais ce n'est pas seulement pour la classe, il y a des gains dans tout le milieu scolaire. Puis là, je me permets de soulever la question, est-ce que nos politiciens dialoguent et écoutent? Est-ce que nos patrons nous écoutent et dialoguent avec nous? Est-ce que nous, dans nos rencontres d'équipe, est-ce que vraiment on écoute et on dialogue? Donc, est-ce que nous, avec les élèves, est-ce qu'on écoute et on dialogue? Tout ça, ça s'apprend, puis la philo permet de le faire, je pense. Basically, nous voulons créer des bonnes relations avec les enfants, des relations où les adultes dirigent, les adultes assument leurs responsabilités. Si vous croyez qu'un enfant correspond au profil, allez chercher. Quelqu'un doit regarder l'enfant et son visage doit s'illuminer, parce que l'enfant ainsi aura un adulte vers lequel il peut se tourner. Et nous devons vraiment travailler pour attendrir ces enfants. Idéalement, chez nous, nous devons donner aux enfants l'occasion de faire le deuil de ce qu'ils n'ont pas pu changer dans leur vie. Il faut bien accueillir les larmes. Ce n'est pas quelque chose de mauvais. Ah non, 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 ne pleure pas, ne pleure pas. Parce qu'il suffit de dire ça pour arrêter les larmes. Il faut que les gens fassent le deuil. Quand on fait son deuil, on s'attendrit et on a un espace secret où on peut se créer. Relationships affect all aspects of children's development, and we can't forget that. So what's developing under the skin? Les relations affectent tous les aspects du développement de l'enfant et on ne doit pas l'oublier. Alors, qu'est-ce qui se développe sous la peau? Le cerveau et les gènes interagissent constamment avec ce qui se produit à l'extérieur. Les mécanismes génétiques sont intéressants. Michael Meany, dans son travail ici à l'Université McGill, dévoile une grande partie de ça en travaillant avec des rats, parce qu'on peut bien sûr pas le faire sur des enfants, cette recherche. Mais ils prennent des rats à la naissance qui ont un gène pour une forte agressivité et ils croisent cela avec des mères qui offrent beaucoup de soins et d'amour. Et donc, ce qui se produit, c'est qu'il y a toutes sortes de protéines qui se forment et qui entourent le gène agressif, méthylé, si vous voulez le terme technique. Et ce gène ne peut pas s'exprimer. Et non seulement est-ce que ce gène ne s'exprime pas, mais si ce petit rat est femelle, son bébé rat peut avoir ce même gène et ce gène aussi va être méthylé pour ne pas pouvoir s'exprimer. Mais si vous mettez ce rat, et j'étais à une conférence à tous ces chercheurs hier, si vous mettez ce même rat dans un environnement avec d'autres rats hautement agressifs, qu'est-ce qui se produit? Le gène s'adapte et il se déméthyle et la protéine, cette gaine protéinique disparaît et le rat devient agressif. Pourquoi? Parce qu'il faut être agressif pour survivre dans un environnement agressif. Et c'est à quel point nos gènes sont sensibles à ce qui se passe à l'extérieur, aux relations, et pas aucune raison de croire que ça ne se produit pas parmi les êtres humains. Il y a de la recherche en Nouvelle-Zélande, des enfants ont été suivis pendant 35 ans. Il y a un gène, une forme d'un gène qui est relié au comportement antisocial. Les 6 enfants qui grandissent en étant maltraités vont avoir des problèmes antisociaux. Mais s'ils grandissent dans un environnement où l'on prend bien soin d'eux, ce gène ne s'exprimera pas de la même façon. Les relations importent-elles? Oui, jusqu'aux cellules même de notre corps.